Donc rebonjour. Comme l'a dit Michel, je vais parler du jeu de la vie aujourd'hui. J'ai mis un petit sous-titre Comment fasciner les gens avec 3 règles et une grille, vous allez comprendre pourquoi. Juste comme ça, qui a déjà entendu parler du jeu de la vie? Levez la main. Ok, bon. C'est pas trop. Ouais, forcément, il y a tous ceux qui me connaissent qui en ont forcément entendu parler. Alors, déjà, le jeu de la vie, c'est un jeu qui a été inventé par un monsieur. Non, c'est pas ce jeu-là. Vous devez connaître ce monsieur, c'est monsieur John Conway. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, je crois, juste avant. C'est une simulation d'une vie, une vie virtuelle. Il faut que j'arrête de me prendre la lumière dans les yeux. Une vie virtuelle qui a des règles extrêmement simples, mais alors basiques, mais malgré tout possède une grande diversité de comportements. Et quand, comme ça, la somme des règles qui s'appliquent, la somme de toutes les règles qui s'appliquent dans un système est très simple, mais malgré tout, les comportements sont très compliqués, eh ben, on appelle ce phénomène l'émergence. C'est-à-dire que c'est quand un système très simple produit des résultats, des phénomènes très complexes. Et par exemple, on peut penser à l'écoulement d'un fleuve, c'est juste des particules d'eau finalement qui s'entrechoquent, avec des particules de pierre qui s'entrechoquent, qui ne bougent pas, ou qui bougent un peu. Et malgré tout, on n'arrive toujours pas à simuler parfaitement l'écoulement d'un fleuve. Alors, il a été inventé, comme je l'ai dit, par John Conway. Et il a pris une petite recette, en fait. Il a commencé par dire, bon, il me faut une grille, aussi grande qu'on veut. Par exemple, celle-là, elle va bien. Donc, il a pris une grille de cellules carrées. Il y en a d'autres qui se sont dit, ah oui, la flèche, bon, m'embête la flèche. Non. Donc, il a dit, on va prendre des cellules carrées. On pourrait très bien prendre des cellules triangulaires ou des cellules en forme d'hexagone ou je ne sais quoi. C'est parce que c'était simple pour commencer. Et aussi parce qu'il s'est inspiré de ce qu'a pu faire John von Neumann avant. Et il a dit, on va prendre dans cette grille des cellules de deux types. Les cellules mortes, ou on peut dire qui ne sont pas dans la grille, je les ai mises en blanc, et les cellules vivantes qui sont quelque part dans la grille, dans un emplacement de la grille, et que je colorierai en noir. Et donc si je remplis une grille aléatoirement, ça peut donner ça, par exemple. Donc on a en noir les cellules qui sont dans la grille, vivantes, je veux dire vivantes jusque-là, et à partir de maintenant, et les cellules blanches qui sont mortes, je sous-entendrai par mortes qui ne sont pas dans la grille, donc on ne les considérera pas. Et pour préparer un jeu de la vie, une fois que vous avez vos ingrédients, il faut d'abord considérer 8 voisines à chaque cellule. Alors les 8 voisines, par exemple de la cellule que j'ai mise en noir ici, ce sont les 8 cellules que j'ai mises en rouge. Donc il y a les 4 points cardinaux et aussi les 4 diagonales qui comptent de la même manière comme des voisines. Il n'y a pas de différence qu'on fait. Les diagonales aussi sont des voisines. Et si on décale la cellule, ce sont d'autres voisines. Et on peut décaler même en dehors de l'écran. Ce sera toujours des voisines. Et en plus des 8 voisines, il faut aussi considérer les règles. Les règles dont on parle depuis le début. Et les règles, elles se résument à B3, S2, 3. Bon, moi, je pense que c'est bon. Maintenant que j'ai dit les règles, je peux finir ma conférence. Peut-être qu'une explication serait bien. Qu'est-ce que ça veut dire B3, S2, 3? Alors, pour ça, il faut expliquer d'abord les règles. Les règles, elles se basent sur ce qu'on appelle elles entrent dans ce qu'on appelle les règles totalistiques, c'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas la position des voisines, c'est-à-dire comment sont organisées autour les cellules vivantes et mortes d'une cellule donnée, dans ses voisines, mais elles vont juste considérer le nombre de voisines vivantes, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle être un automate totalistique. En fait, il y a un petit détail pour ceux qui veulent lire en bas, mais si on a plus de 2 états, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on n'a que des cellules mortes et vivantes, donc c'est le nombre de voisines. Par exemple, prenons une cellule. Alors, vous la voyez en noir, bon, c'est pas grave. Et son voisinage.
Eh bien ici, elle a 3 voisines. La cellule centrale toujours. Et si je me mets comme ça, elle a 3 voisines aussi, et comme ça aussi. Et en fait, toutes ces configurations, elles seront traitées par la cellule centrale, donc celle en bas pour l'instant, de la même manière. Elle ne fait pas la différence, elle sait juste dire, dans mes voisines, dans les 8 voisines qui m'entourent, il y a 3 cellules vivantes. C'est tout. Et donc, les règles à partir de ça, c'est de dire, si la cellule qu'on considère en ce moment est vivante, donc si le carré est plein, eh ben, s'il a 0 ou une voisine vivante, il est un petit peu trop seul dans son emplacement, donc il meurt de solitude. S'il y a 2 ou 3 voisines, c'est bon, on est dans un état stable, ça ne change pas, donc elle reste vivante. Et s'il y a plus de 3 voisines, donc 4 à 8 voisines, trop de population autour de moi, je meurs. Donc c'est ça la règle si la cellule est vivante. Il y a une seule règle si la cellule est morte, c'est que à partir de 3 voisines, et ça s'arrête d'ailleurs à 3 voisines, donc s'il y a exactement 3 voisines, la cellule peut naître. Donc si je résume, une cellule naît quand il y a 2 ou 3 voisines et meurt dans tous les autres cas, c'est si elle était déjà vivante, et si elle est déjà morte pour l'instant, elle naît seulement si elle a 3 voisines. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec B3 S2-3 ? Peut-être que vous avez déjà commencé à faire le lien. Alors B3 S2-3, ça se sépare en 2 parties, et ça vient de l'anglais birth when 3 and stay when 2 or 3. Enfin, oui, c'est toujours en anglais. Je ne sais pas qui l'a dit. Ça veut dire naître si 3 voisines, sous-entendu voisines vivantes, et rester si 2 ou 3 voisines. J'ajoute un petit peu à chaque traduction. Hein. C'est-à-dire que là, je vais faire la traduction finale. Si une cellule a 3 voisines, elle naît, donc je nais si 3, B3. Et si elle a 2 voisines, si elle a 2 voisines, elle ne change pas. Donc, stay at 2 and 3, donc elle reste comme elle est si elle a 2 ou 3 voisines, et sinon elle meurt. Donc si on prend n'importe quelle cellule, dans tous les cas, si elle a 3 voisines, elle naît, et elle reste comme elle est si elle a 2 voisines. Donc c'est 2 façons de dire la même chose. Et on a souvent ce genre de choses en mathématiques. C'était juste une petite remarque comme ça, mais voilà. Prenons par exemple un T, dessiné sur ma grille. On va d'abord commencer par se demander quelles cellules vont mourir et naître à la prochaine fois. Je précise que les règles sont appliquées partout en même temps. On retient quelles sont les cellules qui vont mourir, on retient quelles sont les cellules qui vont naître, et ensuite on applique la règle partout en même temps. Donc si on re-regarde les règles, on voit que seules les cellules qui ont 2 ou 3 voisines vont rester en vie, et seules les cellules qui ont 3 voisines vont naître. Les autres meurent de solitude ou de surpopulation ou restent mortes. Donc si je colorie mon dessin, vous ne voyez pas bien, mais les 2 cellules du bas, la base du T, sont coloriées en rouge. Et donc la cellule tout en haut qui vient d'apparaître est coloriée en bleu. Donc ma cellule bleue, elle a exactement 3 voisines, les 3 juste en dessous, la barre supérieure du T. Et les 2 cellules en bas, elles ont les 2 cas possibles. La cellule tout en bas, si vous voulez je la mets avec mon pointeur de souris, cette cellule-là tout en bas, dans tout son voisinage autour, elle a une seule voisine, la cellule au milieu du T si on veut. Donc pas assez de population, seulement une voisine, donc elle meurt. Et la cellule juste au-dessus, justement, elle a les 3 voisines du dessus, plus celle d'en dessous. Donc elle meurt de surpopulation. Et donc quand on applique les règles, ça donne cette nouvelle configuration. Ça peut vous faire penser à Tetris. On réapplique les règles, on voit que 3 cellules vont naître et on peut vérifier qu'aucune ne meurt. Ça donne cette nouvelle configuration. Et on peut continuer à faire évoluer la figure de cette manière. Et on voit que ça a une évolution symétrique. Et à ce moment-là, ça se met à se reproduire à l'infini. Et c'est cyclique, et ça s'arrête jamais. Donc je vais quand même m'arrêter. Sinon, on pourrait continuer la conférence très longtemps. Et ça nous amène
à parler justement des types de figures qui existent, notamment ces figures-là qui s'appellent les figures périodiques. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai dû me planter de version. Non, c'est bon. Donc c'est une figure qui revient à sa configuration initiale au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que, par exemple, nos figures-là, on avait nos 4 barres qui étaient en fait séparées et qui peuvent se simplifier en 4 fois une petite barre comme celle-ci. Donc on a la barre verticale, à la génération suivante elle est horizontale, puis verticale, puis horizontale, etc. à l'infini. Et comme on en avait 4, ça faisait ce schéma qui alterne. Alors on pourrait parler d'autres figures qui existent. Par exemple, celle-ci qu'on appelle la galaxie de Cox, en anglais Cox Galaxy, et qui a une période de 8, il me semble. Et donc quand elle évolue, ça donne ça. Et on revient à la position de départ. On peut le refaire. Voilà, et on comprend un petit peu pourquoi elle s'appelle galaxie, parce que ça fait un petit peu des dessins de galaxies. Et alors les figures périodiques, comme ça, on en a mais tout un tas. Je vous en montrerai après. Donc il y a beaucoup de périodes différentes, mais malgré tout, il y a des périodes qu'on n'arrive pas à trouver. Déjà, on se dit, mais pourquoi celle-ci? Vous allez voir. Il y a la période 19. Il y en a peut-être qui se disent, ah, nombre premier. La période 38, ah bah non. Et la période 41, tant pis pour le 42. Et aussi, il faut penser à un truc, c'est que les figures stables sont des figures périodiques de période 1. Quand je dis stable, ça veut dire qu'elles n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'on a la figure, et si on essaye de calculer, ça fait la même figure, puis encore la même, puis encore la même. Alors, tout de suite, je vais vous montrer quelques exemples de figures. Ici, on a par exemple les figures dont je viens de parler, les figures stables. Mais ça ne sert à rien que je vous montre l'évolution, parce que justement, ça n'évolue pas. Elles ont tout un petit nom, hein. Ça c'est assez fascinant, ça s'appelle le tube. Celle d'en haut, le carré, s'appelle le bloc, on a le bateau, enfin, je pourrais passer des heures à vous donner tous les noms. Et puis, on a les figures ici. Alors, bon bah tant pis. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Je recommence. Donc juste ici, voilà. On a les figures qui sont de période 2, c'est-à-dire que toutes les 2 générations, elles se répètent. On les appelle aussi les clignotants ou les oscillants. Les clignotants, oui. C'est-à-dire qu'ils clignotent. Et là, le problème vient à la traduction, c'est qu'on appelle ça aussi un clignotant, la petite figure en haut à gauche. Donc généralement, on dit juste figure de période 2 en français. On a aussi d'autres figures. Celle-ci s'appelle... je vais la colorier. Celle-ci s'appelle la grenouille ou le crapaud. Et celle-ci, l'horloge. Et vous voyez qu'on peut aussi imaginer des constructions comme celle-ci, qu'on peut rallonger et encore rallonger à l'infini. Et on pourrait faire donc des figures périodiques aussi grandes que l'on veut. On a déjà prouvé une chose, on peut faire une figure périodique aussi grande qu'on veut, en nombre de cellules. Après, on peut imaginer des figures périodiques de plus grande période. Vous avez par exemple celle-là, qui se répète toutes les 3 générations. Il y en a une autre que j'aime bien, je vais vous montrer comment elle se crée. Elle se crée quand on dessine un carré comme ça et un autre à côté, et qu'on laisse faire les règles. Et à ce moment-là, on se retrouve avec 4 carrés. Et non, après, on n'a pas 8 carrés, je suis désolé. Désolé pour la croissance exponentielle, ça aurait fait du lien, mais non. Ici, on se retrouve avec donc une figure qui se répète aussi toutes les 3 générations et qui s'appelle le pulsar. Et bon, on pourrait parler aussi des étoiles, mais je crois que ce soir, on n'a pas d'astronomie. Ici, on a une figure qui se répète toutes les 4 générations. Puis on peut imaginer des figures qui se répètent toutes les 8 générations, etc. En fait, on peut imaginer beaucoup de figures périodiques. Juste ici, on a une collection de figures périodiques. Si je lance la simulation, on voit qu'on a des périodes 8, par ici. On a les périodes 18. Juste ici, vous voyez le petit 18. Et on passe directement à 20, parce que comme je l'ai dit, on ne connaît pas de figure de période 19.
Et alors on peut aller voir très très loin. On a par exemple ici les magnifiques galaxies, il y en a d'autres. En fait, on appelle généralement galaxie tout ce qui se répète et qui est rond. Ça fait penser à une définition Shadok, mais c'est pas ça. On a ici des figures de période 80, donc on augmente encore. Et puis on pourrait aller très 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 loin, parce que vous voyez que ça continue encore et encore et encore. Ici, la plus grande a juste une période de 40 894. Mais en fait, on en connaît une de période 100 milliards et quelques. Alors je ne vais pas vous la faire tourner parce que ça prend un moment. En fait, pour trouver des nouvelles figures périodiques, bon après on a utilisé des ordinateurs, mais au début, on faisait juste une grille un peu aléatoire comme ça, et on lançait la simulation. Et on regardait ce qui se passait. Bon alors, à l'époque de Conway, il fallait 30 secondes pour faire une génération. Maintenant, il faut 30 secondes pour faire 10 000 générations, donc je peux accélérer un petit peu. Et juste ici, on se retrouve avec effectivement des figures qu'on a déjà pu rencontrer. On a ici le clignotant, juste à côté ici un tube. Cette figure-là s'appelle la miche de pain. Et donc, si on prend des énormes figures au départ, on peut avoir quelques chances de rencontrer des figures plus rares. Le pulsar qu'on a vu, c'est celle qui arrive le plus souvent dans les figures de période 3. Enfin, après, on fait des statistiques. Là, on peut revenir à la première conférence. Mais il y a une autre chose intéressante qui se passe. Si on dézoome, on le voit un petit peu. On voit que ça brûle, ça s'appelle comme ça, hein, les évolutions un petit peu chaotiques. Et que là, juste ici, il y a une figure qui s'échappe et qui a l'air de ne pas s'arrêter. Et alors si on zoome dessus, on voit qu'en fait, elle ressemble beaucoup à une figure périodique parce qu'elle se répète, mais en plus elle se décale. Elle se répète toutes les 4 générations, mais en se décalant. Donc si je la mets en grand, ça donne ici le glisseur. Ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un vaisseau spatial. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a, par exemple, voici celui qui a le doux nom de 44P5H2V0 et qui se répète toutes les 4 générations en se décalant de 2 cellules. Alors vous avez remarqué, le premier que je vous ai montré, le glisseur, est en diagonale. Celui-ci est dans l'autre sens. Mais est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut effectivement faire des vaisseaux qui vont ni exactement dans le sens qu'on appelle orthogonal, donc pile poil dans les points cardinaux, ni dans les diagonales. Et avant 2018, on connaissait comme plus petit celui-ci, qui a seulement 197 000 cellules. Et si on zoome, au bout d'un certain temps, on commence à voir les cellules. Et on se rend compte qu'il est lui-même composé de plus petits vaisseaux qui interagissent entre eux. Bon, c'est très compliqué à construire ce genre de choses, mais heureusement, on a les ordinateurs pour nous assister aujourd'hui. Et qui, effectivement, quand on regarde de loin, alors après un certain temps, il faut que j'aille encore un peu plus vite. Voilà, n'avance pas exactement en diagonale, vous voyez, un petit peu oblique. D'ailleurs, on appelle ça les vaisseaux obliques. Et alors, en mai 2018, un monsieur dénommé, comment il s'appelait déjà ? C'était Bill Gosper, il me semble, a découvert l'hippocampe. Oui, oui. Ça fait un gros saut d'un coup. Et lui aussi, il se déplace en diagonale. Bon, là, il est dans l'autre sens. Mais pas exactement. Il se déplace en oblique. C'est la même oblique, sauf qu'il va un petit peu plus vite, celui-ci. Et surtout, il est ce qu'on appelle un vaisseau élémentaire. Donc, il est composé d'un seul bloc et pas de plusieurs vaisseaux qui s'échangent. Et puisqu'on parlait de Gosper, la première grosse découverte en fait dans le jeu de la vie après avoir découvert les vaisseaux, c'est ce qu'on appelle le canon à vaisseau. En fait, John Conway, il a promis une récompense pour celui qui trouverait une figure qui augmente à l'infini son nombre de cellules. On se dit, bon, comment on peut faire ça ? Et là, Bill Gosper a trouvé ça. Une petite figure, ici, elle a 36 cellules, et ça varie un petit peu au début. Et on se rend compte que ici, elle a créé un petit vaisseau, un glisseur, puis qu'elle en crée un deuxième et un autre. Et en fait, si on dézoome, on peut lancer la simulation et toutes les 30 générations, il émet un glisseur, ce qui fait 5 cellules de plus.
Et donc la population, si je mets un zoom automatique, augmente à l'infini et ça s'arrête jamais. Et depuis, on a trouvé d'autres canons, par exemple celui-ci. Il faut que j'enlève le zoom automatique. Donc voilà, qui construit quelque chose. Ah, on retrouve un vaisseau que vous avez peut-être retenu. Il s'appelle 55 P2 P3 H2V0. Et on voit comme ça que en fait, c'est assemblé, on dirait, je sais pas, genre une carrosserie qui assemble une voiture. Sauf qu'une fois qu'elle l'a assemblée, ben, elle allume le moteur, puis ça s'en va. Mais alors la figure que je vous ai montrée en particulier, son nombre de cellules n'augmente pas à l'infini. Non pas parce que c'est pas un canon en vaisseau, mais tout simplement parce qu'il y a cette petite chose ici, qui s'appelle un mangeur. Et quand un vaisseau arrive dessus, il faut attendre qu'il arrive. Voilà. Il est tout simplement mangé, sans que la figure n'ait rien du tout. Alors ce mangeur-là, il s'appelle mangeur 2, et il y en a plein d'autres sortes. Et en fait, on peut prouver dans le jeu de la vie des trucs du genre, on ne pourra jamais créer une muraille de mangeurs qui ne peut pas être détruite, parce que ça impliquerait des paradoxes. Enfin, les gens qui ont étudié le jeu de la vie vont très loin dans la réflexion. Et une fois qu'on a vu ça, on se dit, bon, c'est sympa, mais si on parlait de croissance exponentielle. Non, bon, j'ai pas de croissance exponentielle parce qu'on est dans un espace à 2 dimensions et les mathématiques nous disent qu'on ne peut pas faire de croissance exponentielle, mais on peut quand même faire le concours de celui qui grandit le plus vite. Oui, parce que le canon à planeur que je vous ai montré, ou celui-ci, ils augmentent tous à un certain temps d'un certain nombre de cellules. Si on pouvait, tous les un certain temps, augmenter de plus qu'un certain nombre de cellules, mais faire augmenter ce nombre de cellules, donc ça va de plus en plus vite. C'est pas exactement exponentiel, c'est pour les matheux une fonction carrée. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une fonction carrée ensuite, en fait. Voici une figure donc, qui s'appelle Breeder1. Breeder, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire en anglais, mais c'est le Breeder1, qui en fait fabrique des lance-vaisseaux. C'est un lance-vaisseau. Donc si on va au tout début, on voit qu'il y a une construction qui, je peux accélérer un petit peu, une construction qui se fait, et qu'au bout d'un moment, ça crée le lance-vaisseau. Et alors juste ici, on voit que ça crée un triangle rempli de vaisseaux. Et si vous connaissez la formule pour l'aire d'un triangle, bah vous remarquez que c'est plus que la longueur d'une ligne. Plutôt la formule pour un rectangle. Mais enfin bon. Bref, on se rend compte que ça croîtra toujours plus vite qu'un lance-vaisseau. C'est-à-dire que quel que soit le lance-vaisseau, vous pouvez lancer un vaisseau gigantesque qui fait énormément augmenter le nombre de cellules. Ça rattrapera toujours le nombre de cellules du lance-vaisseau. Alors on s'est amusé à en faire aussi avec des trucs qui ne lancent pas des lance-vaisseaux, mais qui lancent des réactions en chaîne. Par exemple ici on a cette réaction-là qu'on appelle quelque chose comme l'interrupteur en anglais, ou le switcher, quelque chose qui oscille. La notion, j'arrive pas trop à traduire en français, mais... Et en fait ça crée une route de cellules comme ça à l'infini. Effectivement, si on dézoome, on voit que ça fait la même chose que le précédent, ça fait un triangle. Mais ce n'est pas les plus rapides. Le plus rapide, il s'appelle Max, et il est juste ici. Et là, il est dans sa version condensée. Et voilà ce qu'il fait quand il augmente son nombre de cellules. En fait, il tisse quelque chose au milieu qui s'appelle un agar, et qui est stable. Enfin, stable. Façon de parler, parce que si je bouge un tout petit peu une cellule dans un coin, tout de suite c'est l'apocalypse. Tout se détruit. Moi je trouve ça super beau. Non mais c'est vrai. Juste une petite cellule et paf. Ah non. Vous pouvez faire CTRL-Z, mais c'est un peu de la triche. Vous avez aussi le concours de celui qui a le moins de cellules. Et là on le voit pas bien, mais il y a un petit paquet de pixels ici qu'on voit et un petit paquet là. On peut zoomer de ce côté-là, on voit qu'il y a ça. Puis de l'autre côté, il y a quelques autres cellules aussi. Bon, et puis si on regarde les premiers milliers de générations, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. On arrive à 1000 générations, bon rien. Mais si on accélère beaucoup et qu'on va compter plutôt en dizaines de milliers de générations, on voit que ça lance aussi des réactions comme on avait vu,
et que ça aussi, ça fait un triangle. Sauf qu'au départ, ça n'avait pas 200, 300 cellules, ça avait 26 cellules. Alors je me dis, le mec qui a trouvé 26 cellules qui font ça, il a dû bien se creuser la tête. Mais surtout, il n'a rien à faire d'autre, genre, que de trouver un truc de 26 cellules qui fait un triangle. Enfin bon, moi aussi je suis passionné par ça, mais finalement, le plus fou, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, qu'est-ce qui est connu en mathématiques Où est-ce que je l'ai mis déjà ça Attendez. Qu'est-ce qui est connu en mathématiques comme nombre? Bon, vous avez les nombres entiers, mais est-ce que quelqu'un là me sort un nombre Ouais, on pourrait essayer quelque chose comme ça. Pi, exactement. Donc vous avez cette figure-là, voilà, qui a l'air de rien, enfin, pas exactement, mais qui n'a pas l'air de bouger. On peut regarder à certains endroits. En fait, il y a juste, si on regarde un petit peu, on voit juste de temps en temps un petit vaisseau passer par-ci par-là. Et alors, au bout de combien de 12, de puissance 12. Quelqu'un sait combien ça fait 10 puissance 12 en parler? Ça fait des millions de milliards. Donc au bout de 3 millions de milliards de générations, des millions de milliards ça fait des billiards, donc 3 billiards de générations, on voit qu'au bout il y a un truc qui s'est dessiné en jeu de la vie. Alors on voit mieux d'ici. 3,14159. Bon, on peut continuer longtemps comme ça, mais il m'a fallu 3 heures pour afficher ça. Donc je ne vais pas continuer à la prochaine. On pourrait aussi faire des choses, bon, c'est un petit peu plus simple, mais ça permet de voir comment on commençait les calculs. Ici, en fait, on a ce truc-là qui émet des vaisseaux derrière lui. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, au milieu, j'ai un flux de vaisseaux régulier. Vous voyez, qui avance et qui se répète comme un train. Et bien, tous ces vaisseaux, il faut s'imaginer que ce sont les nombres entiers. Et vous voyez que ici, donc c'est 3, 5. Il n'y a rien à 6, 7, il y a quelque chose. Il n'y a rien à 8, 9. Je crois que vous devinez qu'il y a 11 et 13. En fait, ça laisse uniquement les nombres premiers. C'est-à-dire les nombres qui sont divisibles par rien d'autre que 1 et eux-mêmes. Et donc la figure, en fait, ce qui est génial, c'est qu'en plus, elle fait un truc que les ordinateurs ne savent pas faire. Elle fait de son espace mémoire en fonction du temps. C'est-à-dire, elle étend son espace mémoire pour pouvoir calculer de plus en plus des nombres premiers. Enfin bon, c'est des détails, mais c'est quand même assez intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est une idée de lancer des vaisseaux à des intervalles de temps précis, puis ça fait de la divisibilité. Mais la figure qui m'a personnellement le plus fasciné, c'est ce qu'on appelle les métacellules. Et alors, H-Life... Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette figure-là. La galaxie de Cox. C'était une figure périodique qui se répète et qui fait une forme de galaxie. Sauf que ici, ce n'est pas exactement une galaxie de Cox, c'est un petit peu plus grand. Ouais, vraiment plus grand. Et ça fourmille d'interactions entre des cellules. En fait, c'est des cellules géantes qui font un petit peu comme des pixels d'un jeu de la vie. Ah oui, tiens, si ça faisait comme les pixels d'un jeu de la vie. Si on pouvait faire le jeu de la vie dans le jeu de la vie. Non, c'est pas possible. Quand même pas. Et bien, en fait, si on regarde l'évolution de ça, bon, faut vraiment aller très très vite. Mais on voit que ça calcule, et puis. Et ben si. Je peux accélérer encore un peu. Au bout de quelques milliers de générations, là on est à, vous voyez en haut à gauche, c'est 200 000 générations, on arrive à faire un jeu de la vie dans le jeu de la vie. Et donc là, on peut aller plus loin et faire une genre de structure fractale, un jeu de la vie dans le jeu de la vie, dans le jeu de la vie, dans le jeu de la vie, dans le jeu de la vie. Enfin, ça peut aller longtemps comme ça. Et bon là, je vous parle pas de croissance exponentielle. Eh bien, écoutez, je vais vite fait conclure quand même. Je voulais faire des parallèles possibles, mais alors j'en avais pour trop longtemps, mais pour la notion d'émergence par exemple, imaginez quelqu'un qui ne connaît pas les règles et qui regarde ça.
Il va se dire, tiens, quand deux vaisseaux se rencontrent, ça fait ça, mais s'ils se rencontrent un peu à côté, et il va étudier comme ça le comportement de ces petites particules élémentaires. Peut-être qu'il n'aura pas les instruments nécessaires pour regarder assez précisément les cellules une par une. Peut-être qu'il verra juste des trucs un peu flous qui ressemblent à nos vaisseaux. Nous, on les voit parfaitement, mais un observateur externe ne pourrait pas réussir à les voir assez nettement. Et il comprendrait par exemple que c'est un monde régi par des règles extrêmement compliquées où plein de particules s'entrechoquent pour créer des choses, et il créerait des ordinateurs qui calculent pi, ou bien il réussirait à faire une simulation de son propre monde. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah ouais, c'est ce qu'on est en train de faire en fait. On est en train, en ce moment même, partout dans le monde, d'essayer de recréer notre propre monde avec des simulations virtuelles. Ça pose la question de savoir si en fait notre monde n'est pas régi par des règles très simples. Enfin, j'irai pas plus loin et je vous donnerai quelques références. Goli, de l'anglais flemmard en gros. C'est un jeu de mots avec GOL qui veut dire Game of Life en anglais, donc jeu de la vie. C'est un logiciel de simulation que j'ai utilisé qui peut aller très très vite. Il y a aussi des pages Wikipédia, grand classique, mais elles sont assez fournies pour le jeu de la vie et les automates cellulaires. Donc, les automates cellulaires, c'est tout ce qui va se passer quand on augmente les règles, quand on augmente le nombre de cellules. On pourrait imaginer des cellules qui sont en train de mourir, etc. Et puis aussi tous les articles de Jean-Paul Delahaye pour la science, notamment Le Royaume du jeu de la vie, qui en parle aussi. Et puis, je les ai lus après avoir rédigé ma référence, mais l'article de Michel Criton dans Tangente. Et puis en fait, il y a plein de choses sur Internet que je ne pourrais pas citer dans une seule conférence, mais vous pouvez trouver plein de choses. Voilà. Et vous pouvez acheter le Tangente à moitié prix.